Bonjour tout le monde, mon nom est Pascal Turby, enseignant en mathématiques au Cégep Édouard-Montpetit. Voici ma proposition de solution pour le concours de l'AMQ au collégial 2025. Débutons avec le numéro 1. Nous voulons savoir le chiffre des unités de cette monstruosité-là. Mais pour ce faire, oui, on pourrait travailler avec l'arithmétique modulo 10 si vous connaissez, mais ce n'est pas nécessaire. Regardons s'il y a un pattern, une séquence quelconque qui arrive dans le chiffre des unités de 2 à la n. Donc, si n vaut 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le chiffre des unités, ce sera 2. 2 à la 2 vaut 4. 2 à la 3, 8. 2 à la 4, 16. Le chiffre des unités, c'est un 6. 2 à la 5, le chiffre des unités, c'est un 2, c'est 32. Et 2 à la 6, c'est 64. Le chiffre des unités est un 4. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a des séquences comme ça des blocs de 4 chiffres des unités. Voilà, si je prends un nombre qui se termine par 2, je le multiplie par 2, ben, le chiffre des unités devient 4. Je le multiplie par 2, le chiffre des unités devient 8. Je le multiplie par 2, ça donne 16. Le chiffre des unités devient 6. Et 6 multiplié par 2 donne 12. Le chiffre des unités, c'est 2 et ça recommence. Donc, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est quelle est la forme de n. Donc, est-ce que n, en fait, je vais le faire ici, est sous la forme 4 fois k, donc un multiple de k, et sous la forme 4k plus 1, un multiple de 4 plus 1, pas un multiple de k, désolé, et sous la forme 4k plus 2, donc un multiple de 4 plus 2, ou sous la forme 4k plus 3, un multiple de 4 plus 3, ou un multiple de 4 moins 1, selon comment vous le voyez. Pour savoir si c'est un multiple de 4, nous pouvons seulement regarder les deux derniers chiffres de l'exposant parce que 100 est divisible par 4, donc tout ce qui vient avant la centaine, je devrais dire. Donc les chiffres plus gros que ça n'ont pas d'importance. C'est 41 qui m'intéresse et 41 s'écrit comme 4 fois 10, 40 plus 1. Donc en fait, 41 est sous la forme d'un multiple de 4 plus 1, ce qui veut dire que le chiffre des unités de 2 à la 136 279 841 est un 2. Par conséquent, le chiffre des unités du nombre demandé est un 1. Pour le numéro 2, on demande de montrer que si un triangle a des longueurs de côté entières et que le périmètre numérique est égal à la surface numérique, ce qu'on veut dire par là, c'est que les unités ne correspondent pas, mais le nombre est le même, alors nécessairement, c'est un de ces deux triangles-là. De façon générale, on pourrait aussi inverser l'ordre, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais supposer que j'ai un triangle rectangle, c'est ça qu'on a, et que A, c'est le plus petit côté. Évidemment, je vais supposer aussi que ce sont des nombres naturels, différents de zéros selon vos conventions. Par Pythagore, je sais que l'hypoténuse mesure la racine de A carré plus B carré. Et ce que je vais faire, ben, c'est regarder la condition. Il faut que le périmètre du triangle soit égal à l'aire du triangle qui est donné par AB sur 2. Je vais isoler la racine carrée pour pouvoir manipuler l'expression un peu mieux. Puis mettre au carré des deux côtés. Ça donne A carré B carré sur 4 moins 2 AB sur 2 A plus B plus AB carré. Je vais simplifier les deux. Je vais aussi développer l'expression. J'ai A au carré plus B carré est égal à A carré B carré sur 4 moins A carré B moins AB carré et finalement plus A carré plus 2AB plus B carré. Il y a certainement des choses qui s'annulent. A au carré, B au carré, B au carré. Et il nous reste une équation d'un côté où on a 0. Donc, je vais factoriser ce que je peux à droite. Je vais factoriser AB sur 4 pour simplifier les choses. À droite, j'aurai donc AB moins. Il me reste une copie de A, puis
je dois multiplier par 4. Il me reste une copie de B, je dois multiplier par 4. Et il me reste simplement 2 que je dois multiplier par 4. Cette équation-là me dit soit AB sur 4 vaut 0, ce qui est impossible parce que A et B sont des longueurs positives, ou la condition plus intéressante, je vais l'envoyer tout de suite de l'autre côté, AB moins 4A moins 4B plus 8 est égal à 0, ce qui est équivalent à cette quantité-là qui vaut moins 8. Je vais additionner 16 des deux côtés, puis vous allez comprendre pourquoi. En fait, je le fais comme à l'inverse un peu. Pourquoi je le fais? Parce que je veux factoriser mon côté gauche. Et la raison pourquoi je veux le factoriser, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé le fait que A et B étaient des nombres naturels. Et en factorisant comme ça, si j'ai le produit de deux nombres entiers ou naturels qui donnent 8, alors mes options pour ces deux nombres-là sont assez limitées. Pourquoi j'ai additionné 16? Ben, voyons voir. A fois B, c'est A fois B. Si je veux avoir moins 4A ici, je dois mettre un moins 4 ici. Si je veux avoir moins 4B, je dois mettre moins 4 ici. Et moins 4 fois moins 4, ça donne 16. Donc ça fonctionne. Comme 8 a juste certaines factorisations, je peux avoir des nombres négatifs quand même, mais on va voir que c'est impossible. J'ai aussi choisi A plus petit ou égal à B, ce qui fait que je dois toujours choisir le nombre le plus petit pour le facteur A-4. Donc, soit moins 8 fois moins 1, moins 4 fois 2, 1 fois 8 ou 2 fois 4, en respectant l'ordre que j'ai dit plus tôt. Les deux premières possibilités sont impossibles. Si A-4 vaut moins 8, A vaut donc moins 4, ce qui est impossible. Et si A-4 vaut moins 4, oui, alors A vaut 0, ce qui est également impossible. Ce qui nous reste comme équation, ben, A-4 égale 1 et B-4 égale 8, ce qui donne A qui vaut 5 et B qui vaut 12, et par conséquent, l'hypoténuse qui vaut 13, et finalement, A-4 qui vaut 2 et B-4 qui vaut 4, pardon, ce qui nous donne A égale 6, B égale 8, et finalement l'hypoténuse qui vaut 10. Par conséquent, les triangles énoncés dans le problème sont les seuls avec des longueurs entières qui vérifient les propriétés du problème. Le numéro 3, nous avons un losange dont les diagonales sont de longueur 15 et 20. Il y a un cercle inscrit dans le grand losange. Un losange finalement inscrit dans le cercle qui est semblable au premier losange. Calculez la surface du petit losange. Donc, je vous rappelle que l'aire d'un losange est donné par le produit des longueurs de ses diagonales divisé par 2. Je vais dessiner un quart de losange, le quart de losange extérieur. Je vais supposer ici que la longueur, ou la demi-longueur en fait, de la diagonale du losange, la diagonale la plus longue, c'est 10 ici, et 10 divisé par 5, 7,5. J'ai un cercle également. J'ai déjà dessiné des plus beaux cercles que ça, qui est inscrit. Donc, s'il est inscrit, il a comme propriété que le rayon, que je vais appeler, dont la longueur est R, est perpendiculaire au côté extérieur, qui est l'hypoténuse du triangle que je viens de dessiner. Maintenant, le losange intérieur a les mêmes proportions, il est semblable. Puis, je vais appeler cette longueur-là B et, en supposant que le dessin est correct, ou en fait, je peux le supposer, que le plus grand côté sera également le rayon, parce que le losange est inscrit dans le cercle. De ça, j'en dire quoi? Ben, je sais que l'aire du triangle extérieur peut être calculé par base fois hauteur, et il y a deux façons de le faire, soit 10 fois 7,5 divisé par 2,
ou en utilisant le rayon et l'hypoténuse, R fois la racine de 10 au carré plus 7,5 au carré, tout ça sur 2, ce qui nous donne R qui vaut 75 sur racine de 10 au carré plus 7,5 au carré. Maintenant, je sais également que le losange inscrit est semblable au losange à l'extérieur ou le losange original, ce qui veut dire que R sur 10 est égal à B sur 7,5. Dans des figures semblables, les rapports des longueurs des côtés sont les mêmes, en fait des côtés équivalents si on veut, des côtés semblables. Ce qui veut dire que B, c'est 7,5 fois R sur 10 ou en simplifiant, 3R sur 4. Par conséquent, l'air que je cherche du, du losange intérieur, oui, du losange inscrit, c'est la longueur de sa grande diagonale qui est 2R fois la longueur de sa petite diagonale qui est 2B divisé par 2, ce qui fait 2BR. B s'écrit en fonction de R, donc c'est 2 fois 3 quarts R fois R, qui est 3R carré sur 2. Et 3R carré sur 2, ben c'est 3 fois 75 au carré sur 2 fois cette racine-là au carré, qui est 10 au carré, plus 7,5 au carré. Simplifions. On a 3 fois 25 au carré fois 3 au carré sur 2. Et là, j'ai 2,5 au carré. Il me reste 4 au carré, puis 3 au carré dans la parenthèse. 3 fois 3 à la 2, c'est 27, fois 25 au carré divisé par 2,5 au carré, ça fait 10 au carré, ça fait 100, divisé par 2, et 4 au carré plus 2 au carré, c'est 25. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses, ça se simplifie, ça se simplifie encore un peu, donc 25 fois 2, 54 unités carrées. Pour le numéro 4, nous demandons l'équation du cercle qui passe par les 4 points d'intersection de la parabole d'équation qui est donnée là, avec les axes de coordonnées. Selon le dessin, ou ce qui semble d'être le cas selon le dessin, on aura un centre qui est peut-être autour d'ici, même peut-être pas exactement là, mais coordonnées en X positives, coordonnées en Y négatives pour le centre. Fait qu'on devrait trouver quelque chose comme ça. Pour les intersections avec les axes de coordonnées, débutons par trouver les points de la forme x0, c'est-à-dire les points d'intersection avec l'axe des x. Je remplace y par 0 dans l'équation. Il va me rester seulement ces termes-là. J'envoie tout du même côté et je factorise. Donc, on peut utiliser somme produit, la double mise en évidence comme on vous a montré, sûrement au collégial avant ou même au secondaire, mais bon, je vais le faire vite pour être certain. Donc, j'ai soit x qui vaut moins 5 demi ou x qui vaut 4. Je vais utiliser ça dans l'équation du cercle. L'équation du cercle de centre inconnu AB, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Je vais remplacer les points G à l'intérieur. Moins 5 demi, moins, il y a un petit quelque chose encore dans cette parenthèse-là. Moins 5 demi moins a au carré plus 0 moins b au carré, ça fait moins b au carré, ça donne b au carré, c'est égal à r au carré. Je vais faire la même chose avec l'autre. Et je vais soustraire la deuxième équation de la première, ce qui fait que j'obtiens cette différence de carré-là qui vaut 0. Je peux factoriser la différence de carré. Je pourrais la développer aussi, ce n'est pas un problème. Donc, on a la différence des deux fois la somme des deux qui vaut 0. Le premier morceau n'est pas tellement intéressant parce que on a moins A qui donne plus A. Les A s'annulent. Il nous reste moins 5, moins 4 qui donne moins 13 demi. Donc, ce n'est pas intéressant. La deuxième partie est plus intéressante. La deuxième partie nous dit que moins 5 demi moins A plus 4
moins A. Donc, on fait moins 5 demi plus 8 demi, 3 demi. Moins 2A égale 0, ce qui donne A qui vaut 3 quarts. On s'attendait à une valeur de A positive, étant donné la position probable du centre, si le dessin est à l'échelle. C'est ce qu'on a. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les points de la forme 0y. Je remplace x par 0 dans l'équation. Il va me rester 2y carré plus 6y est égal à 20. Je divise par 2, j'envoie tout du même côté. Je factorise, ça se fait avec un simple somme produit. Et donc, y vaut moins 5 ou y vaut 2. On va simplement remplacer ces deux points-là dans l'équation de notre cercle. Oui, j'ai déjà trouvé A, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, 0 moins A au carré, c'est A au carré. A au carré plus moins 5 moins B au carré est égal à R carré. Puis A au carré plus 2 moins B au carré vaut R carré. Je vais encore soustraire la deuxième équation de la première et factoriser. C'est très semblable à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je saute un peu d'étape. Mais bon, si vous voulez le développer au long, pas de problème. La première parenthèse ou les premiers crochets sont un peu inutiles. J'ai moins B, moins B. Les B s'annulent. Il me reste juste moins 5, moins 2 qui donne moins 7. Pas d'information sur B. La deuxième parenthèse, beaucoup plus utile. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Moins B, moins 2B, ça vaut 0. Donc, B vaut moins 3 demi, ce à quoi on s'attendait, une valeur de B négative. Donc, l'équation de mon cercle, c'est x moins 3 quarts au carré plus y moins 3 demi, qui est plus 3 demi au carré, est égal à r carré que je ne connais pas encore. Je vais remplacer un point, disons le point 0,2 dans le cercle. Et ça me donne la valeur de r carré. Il me reste juste à développer. 3 quarts au carré, 9 16e. Ben, moins 3 quarts au carré, ça revient au même. Plus 7 demi au carré, 49 quarts. Ça fait des 16e. Ça fait 9 plus 196, qui est 205 16e. Donc, l'équation cherchée, et vous pouvez vérifier que tous les points passent par ce cercle-là. En fait, ce cercle-là passe par tous les points calculés. C'est ce cercle-là. Petit fait cocasse, si vous tentez de demander à Wolfram Alpha en ligne de calculer l'équation du cercle qui passe par les 4 points que vous avez calculés, il ne sera pas capable. Il va dire qu'il n'y en a pas. Mais si vous le faites par seulement 3 de ces points, il va vous donner l'équation de ce cercle-là. Et après, si vous vérifiez que le quatrième point est dans ce cercle-là, il va vous dire que c'est vrai. Allons-y avec le numéro 5, la dérivée inversée. Donc, on nous donne une fonction inversible. En fait, on nous dit qu'elle est inversible, mais on peut quand même vérifier quelque chose. Si je calcule sa dérivée première, je vais en avoir besoin tout à l'heure, 1 plus 4x plus 9x2. Et en calculant le discriminant de cette expression-là, on obtient 4 au carré moins 4 fois 1 fois 9. C'est négatif. Donc, en fait, la dérivée première ne touche jamais l'axe des x si on trace son graphe. Et comme quand je remplace x par 0, ça donne 1, mais en fait, cette fonction-là est strictement positive. Comme la dérivée est strictement positive, la fonction originale est strictement croissante. Donc, 1, elle est inversible, puis 2, ben, étant donné qu'elle est suffisamment dérivable, ben, indéfiniment dérivable, la, euh, la fonction réciproque f moins 1 va avoir des belles propriétés de dérivabilité également. Je vais calculer tout de suite la dérivée seconde parce que je sais que je vais en avoir besoin. On ne peut pas le deviner à regarder le problème, mais je sais que ça va arriver. Allons-y étape par étape. On demande de calculer la préimage de 0, c'est-à-dire la valeur de x telle que, en fait, si j'inverse les choses, oups, la valeur de x telle que
la fonction vaut 0. Et la fonction x, c'est x plus 2x2 plus 3x3. Bien, il y a une solution facile, c'est x égale 0. En mettant en évidence x, on la trouve. Donc, x égale 0, mais je vous rappelle que la fonction est croissante, c'est la seule. En fait, si vous calculez le discriminant de l'expression entre parenthèses, ça donne 2 au carré moins 4 fois 3 fois 1, c'est négatif. Donc, il y a vraiment seulement une solution. Donc, en fait, f moins 1 de 0, c'est 0. Donc, la préimage de 0, c'est 0. J'ai besoin de ça pour calculer la dérivée de la fonction réciproque en 0. Donc, si on part d'une valeur de y et qu'on prend la préimage via la réciproque, donc on applique la réciproque, c'est f-1 ça, et qu'on applique la fonction au résultat, on retombe sur y à condition que les domaines soient bien gentils. La raison pourquoi je fais ça, ben, c'est la difficulté du problème. Je ne peux pas simplement, en supposant que y est égal à x carré plus 2x2 plus 3x3, je ne peux pas simplement inverser x et y puis isoler y comme vous avez fait au secondaire et que j'ai fait au secondaire pour trouver des fonctions réciproques. Ici, je dois utiliser un petit peu plus d'imagination. Donc, je passe par cette relation-là et je la dérive de chaque côté. Ça, c'est une règle qu'on voyait anciennement en calcul différentiel, mais que j'enseigne plus vraiment personnellement. Règle de chaîne, j'ai f d'un certain moton, appelons-le comme ça. Donc, la dérivée, c'est f' de mon moton que je laisse tranquille, fois la dérivée du moton, que je vais écrire df dy, ben df-1, pardon, de dy, simplement pour éviter la confusion. Et la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Donc, règle de chaîne, dérivée de la fonction extérieure en laissant l'intérieur tranquille, fois la dérivée de la fonction intérieure. Pourquoi je fais ça? Bien, la dérivée que je cherche, c'est simplement 1 sur la dérivée de la fonction originale, mais évaluée à la préimage de y, c'est-à-dire à la valeur de y qui m'intéresse, la valeur de x, pardon, qui donne l'image, dont l'image est la valeur de y. Je pense que je me suis bien exprimé, mais je ne suis pas sûr. Trêve de plaisanterie. Calculons ce qui est demandé. Donc, si je remplace y par 0, j'obtiens l'expression suivante. F réciproque de 0, on l'a calculé tantôt, c'est 0. Et la dérivée de la fonction f en 0, 1 plus 0 plus 0, ça donne 1. Donc 1 sur 1. Et la réponse au B est 1. Pour le C, on demande de calculer la même dérivée, mais cette fois-ci en y égale 6. Donc ça va être 1 sur f' de la réciproque de 6, la fonction réciproque évaluée en 6. Pour calculer ça, ben, je vais supposer que x est égal à f moins 1 de 6. Donc que 6 est égal à f de x. Et x, c'est x plus 2x carré plus 3x3. Ce qui semble impossible à faire sans calculatrice ou quoi que ce soit parce que c'est une équation de degré 3. On n'a pas vraiment de méthode facile pour ça, mais ce qu'on doit remarquer, c'est que les coefficients devant chacun des polynômes ici, chacun des monômes, je devrais dire 1, 2 et 3, bien, les trois ensemble, ça additionné donne 6. Donc, quand je remplace x par 1, ça me donne 1 plus 2 plus 3, ça me donne 6. Et comme j'ai une seule solution, parce que ma fonction, elle est strictement croissante, ma fonction f, bien, x égale 1, c'est la seule solution, c'est la valeur de f réciproque de moins 6. Donc, c'est la dérivée 1 sur la dérivée de la fonction f évaluée en 1, et la fonction f évaluée en 1, 1 plus 4 plus 9 donne 14. Donc, la valeur cherchée, 1/14e. Le dernier problème demande la même chose, mais pour la dérivée seconde cette fois-ci. Donc, je vais retourner à l'équation que je vais encadrer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dériver, encore une fois, de chaque côté par rapport à y.
Cette fois-ci, j'ai un produit, il faut que je fasse un peu plus attention. Donc, réécrivons l'équation. Pardon, ce n'est pas la bonne chose, c'est f' de f moins 1 de y fois df dy, df moins 1, pardon, dy est égal à 1. Je fais la dérivée d'un produit. Donc, à gauche, j'ai la dérivée de ça fois la dérivée de l'intérieur qui est cette dérivée-là fois cette dérivée-là juste pour la formule du produit, auquel j'additionne le premier facteur multiplié par la dérivée du second, ce qui est exactement ce qui m'intéresse ici. Et c'est égal à la dérivée de 1 qui est 0. Remplaçons y par 6, f'' de f moins 1 de 6 fois la dérivée de la fonction réciproque évaluée en 6, tout ça au carré, plus la dérivée de la fonction f évaluée à la réciproque de 6, fois ce que je cherche, c'est égal à 0. Donc, calculons. On sait que f moins 1 de 6, on sait que c'est 1. Donc, cette quantité-là, f'' de 1, bien, regardons ici. Comme par hasard, je l'avais calculé. 4 plus 18 fois 1 donne 22. Donc, ce terme-là vaut 22. Celui-là, ici, on l'a déjà calculé, c'est 1/14e au carré. Donc, 1/14e. En fait, je devrais tout agrandir comme ça. La dérivée, ici, je l'ai déjà calculé au dénominateur ici, c'est 14. Et finalement, il me reste à isoler ce que je veux. Donc, ce que je veux, la dérivée seconde de la fonction réciproque, oui, évaluant y égale 6. Mais j'envoie ça de l'autre côté, je divise. Donc, ça fait 22 sur moins 22 sur 14 à la 3. Ce qui veut dire moins 11 sur 7 à la 3 fois 2 à la 2. Donc, moins 11 sur 343 fois 4, qui donne moins 11 sur 2, donc 7, 1, 1060, non, ça n'a pas de bon sens. 1372, il y a plus d'allure. On va rendre ça beau. Donc, 1372, est-ce que ça a de l'allure? 350 fois 4, c'est 1400. Puis, je retranche 7 fois 4, qui est 28. Ça a bien de l'allure. Donc, ça, c'est la valeur de la dérivée seconde si je n'ai pas fait d'erreur. Finalement, le dernier problème, on assoit 9 joueurs d'une équipe de baseball autour d'une table ronde. On apporte 9 casquettes, 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues. Et on les distribue de façon à ce que chaque joueur ait une casquette d'une couleur différente de ses deux voisins. Calculer le nombre de manières de distribuer les casquettes aux 9 joueurs. Quand on fait des problèmes avec des tables rondes, c'est toujours un problème, mais pas celui-là. Et je m'explique. Dans un problème avec des tables rondes, bien, il faut tenir compte de la symétrie circulaire en quelque sorte. Donc, si j'assois 3 personnes, 1, 2, 3 dans cet ordre-là, et que je fais juste changer le point de vue, donc me placer à la place de la personne 3, ben c'est exactement le même arrangement circulaire, si on veut. Les mêmes personnes ont les mêmes voisins aux mêmes endroits, c'est-à-dire, par, par exemple, la personne 1 a 2 comme voisin à sa gauche, 3 comme voisin à sa droite, puis c'est la même chose dans le deuxième cas. Et on pourrait même se demander, est-ce que si je change l'ordre comme ça, donc si je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce que c'est exactement la même chose? Ils ont les mêmes voisins, mais les voisins de gauche deviennent les voisins de droite et vice-versa. Tous ces problèmes-là, on doit en tenir compte quand on a des problèmes là-dessus, mais ici, les joueurs sont déjà assis. Et les joueurs sont différents. Donc, en fait, si par exemple, je mets une casquette rouge sur le joueur numéro 3, puis une casquette verte sur le 2 et une bleue sur le 1, c'est pas la même chose que si je mets une rouge sur le 3, mais
que je change les casquettes vertes et bleues sur les joueurs 1 et 2. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs différents qui portent des casquettes différentes. Ça compte comme deux manières différentes. Fait que la morale de toute cette introduction, le fait que les joueurs soient assis autour d'une table ronde, c'est simplement que chaque joueur a deux voisins. Moi, quand je vais faire le décompte, le dénombrement, je devrais dire, je vais faire deux choses. La première, c'est écrire les joueurs. On fait l'ordre dans la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme une ligne. Mais je sais très bien que le dernier joueur est voisin du premier. L'autre chose que je vais faire, je vais désigner une personne, le joueur étoile, le joueur désigné, peu importe, et je vais lui donner une casquette rouge pour commencer. Je vais dénombrer, calculer le nombre de manières de donner les autres casquettes aux autres joueurs. Et ensuite, je changerai la couleur de la casquette du joueur désigné pour calculer le nombre de façons totales de faire les choses. Ici, je vais supposer également que les trois casquettes rouges sont identiques, que les trois casquettes vertes sont identiques et que les trois casquettes bleues sont identiques. Si ce n'est pas le cas, je vous dirai à la fin quoi faire. Donc, débutons. Ce que je dois faire, c'est, il reste 8 espaces sur les têtes des joueurs pour des casquettes. Et ces 8 espaces-là, je vais commencer par placer deux casquettes rouges sur ces 8 positions-là, en respectant la condition. Donc, il faut qu'il y ait au moins un espace entre chaque paire de joueurs qui ont des casquettes rouges. Par exemple, si je le fais comme ça, j'ai un groupe de deux, un espace de deux têtes, un espace d'une tête, puis un espace de trois têtes. Je vous rappelle que le dernier joueur ici est voisin de notre joueur désigné qui a une casquette rouge. Ces 6 espaces-là qui ont été laissés sans casquette, qui vont être comblés par des casquettes bleues et vertes, 3 bleues, 3 vertes. Donc, ces 6 espaces, écrivons-le, sont divisés en 3 groupes d'espaces ou de têtes. Et chaque groupe, pour respecter la condition, doit avoir une taille supérieure ou égale à 1. Mais en fait, il y a 3 façon, en quelque sorte, de faire les choses. Si je veux diviser 6 espaces en 3 groupes de taille plus grande ou égale à 1, je peux faire 1, 1, 4, je peux faire 1, 2, 3, puis je peux faire 2, 2, 2. Bien sûr, je dis faire 1, 2, 3, mais vous voyez dans l'exemple, j'ai fait 3, 1, 2, c'est la même, j'ai utilisé les mêmes tailles pour mes groupes, mais je les ai mis dans un ordre différent. On en tiendra compte tout à l'heure. Regardons individuellement chacune de ces possibilités. Commençons par 1, 1, 4. Je vais la mettre dans l'ordre 1, 1, 4. Mais évidemment, le groupe de 4 peut changer de place. Le groupe de 1, 1, 4, le groupe de 4, ça n'a pas le choix d'être... Oups, je vais changer la couleur. Ça n'a pas le choix d'être bleu-vert, bleu-vert, ou vert-bleu, vert-bleu. Parce que les casquettes doivent alterner. Mais les couleurs doivent alterner, je devrais dire. En faisant ces choix-là, il me reste une casquette verte et une casquette bleue. J'ai le champ libre. Je peux décider ce que je mets ici, mais je sais que si je mets une casquette verte dans le premier espace, il doit y avoir une bleue dans le deuxième et vice-versa si je choisis une bleue au premier espace. J'ai donc deux possibilités pour les choix des couleurs des espaces singletons. On fait des singletons. Je ne suis pas sûr que c'est un adjectif. Et deux choix pour combler les casquettes du groupe de 4, ce qui fait 4 possibilités. Mais maintenant, ces 4 possibilités-là, le groupe de 4 qui n'est pas obligé d'être à la fin, je pourrais avoir 1, 4, 1, je pourrais avoir 4, 1, 1, 3 possibilités différentes. Donc, il y a 12 manières de placer toutes les casquettes si je choisis des espaces 1, 1, 4, peu importe l'ordre, et si, bien sûr, mon joueur désigné a une casquette rouge
au départ. Je vais faire la même chose avec les deux autres groupes. Donc, 1, 2, 3. Allons-y dans cet ordre-là. Mon joueur désigné, un espace, deux espaces, puis trois espaces. Pour le groupe de 3, le groupe de taille 3, je n'ai pas le choix d'avoir bleu vert bleu ou vert bleu vert. Je ne peux pas faire autrement. Les couleurs doivent alterner. En faisant ça, ben, je sais que mon groupe de 2, ça va être bleu vert ou vert bleu. Mais en faisant ça, je sais qu'il me reste une seule casquette, verte ou bleue, et ça va être forcé. Donc en fait, ces possibilités-là, dès que j'ai fixé le groupe de 3, vert, bleu, vert, ça fixe automatiquement le groupe de 1, l'espace, et les choix ici, ben, j'ai les choix que je veux. Je peux changer l'ordre, ça ne change pas grand-chose. Donc, il y a deux possibilités pour le groupe de 2 et deux possibilités pour le groupe de 3. Une seule pour le groupe ici parce qu'il est fixé au choix du groupe de 3. Ça donne 4. Et maintenant, les groupes de 1, 2, 3 de taille 1, 2, 3 n'ont pas à être dans le même ordre. Donc, dans cet ordre-là, ça pourrait être 1, 3, 2, 2, 1, 3, etc. Donc, le nombre de façons de faire ça, c'est les permutations 3 factorielles. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, une façon de faire, c'est de dire, ben, le premier groupe qui sépare les deux premières casquettes rouges ici va être soit de taille 1, soit de taille 2, soit de taille 3. J'ai trois choix. Une fois que ça c'est fixé, mon deuxième groupe, il reste deux tailles disponibles. Et une fois que ça c'est fixé, ben, il reste une seule taille pour le dernier, d'où 3 fois 2 fois 1. Donc, ça fait 24 possibilités. Il reste le 2-2-2. Le 2-2-2, bon, je ne peux pas changer l'ordre tellement, mais on va voir ce qui arrive. Donc, casquette rouge pour mon joueur désigné, deux espaces, casquette rouge, deux espaces, on revient au joueur désigné. Ben ici, je vais avoir bleu, vert, vert, bleu, et ça va être ça partout, et en fait, tous les choix sont indépendants. Tant que j'ai une casquette verte, une casquette bleue, je peux les mettre dans l'ordre que je veux, ça fonctionne. Donc, j'ai deux choix ici, deux choix là, deux choix ici. Ça fait 8 façons. Et malheureusement, je ne peux pas changer l'ordre des groupes 2-2-2. Ça revient exactement au même. Donc, j'ai 8 façons de faire. Ce qui veut dire au total que si mon joueur désignait une casquette rouge, ben j'ai 12 plus 24 plus 8, 44 façons, manières de placer les autres casquettes. Ça inclut les deux casquettes rouges et toutes les couleurs et toutes les casquettes bleues et vertes. Puis je tiens compte de tous les ordres possibles. Donc en fait, la seule chose qui est fixe, il y en a qui pourraient penser, ah ben je dois permuter toutes les couleurs ou faire des choses comme ça. Non, j'ai déjà tenu compte de toutes les manières, toutes les façons de séparer les 8 autres casquettes si mon joueur désigné a une casquette rouge. Ben, je fais la même chose en lui mettant une casquette bleue cette fois-ci par symétrie. Il y en a 44 façons de faire. Et même chose avec une casquette verte. Donc en tout, 132 façons de faire, 132 manières d'obtenir ou de respecter la condition qui est demandée. Ça suppose que toutes les casquettes de même couleur sont identiques. Si ce n'est pas le cas, fait que par exemple, on a donné trois casquettes d'équipe du baseball majeur, mais trois casquettes rouges, mais avec des logos différents. Mais à ce moment-là, on prend le 132. On peut faire des permutations des casquettes rouges. Donc, un peu la même idée que tantôt. Le premier joueur qui choisit sa casquette a trois choix de casquettes rouges. Le deuxième, il lui en reste deux. Le troisième, il y a un seul choix. On fait la même chose avec les casquettes bleues et les casquettes vertes. Donc, ça donne 132 fois 6 à la 3. Donc, c'est 132 fois 216. Puis là, bon, il faudrait faire le calcul, mais ça donne le nombre de façons de calculer, ou en fait de répartir les casquettes qui seraient
qui seraient différentes, oui. Donc, répartir des casquettes 3 rouges, 3 vertes, 3 bleues, avec les casquettes rouges différentes les unes des autres, les casquettes vertes différentes les unes des autres et les casquettes bleues différentes les unes des autres. Voilà, on est arrivé au bout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, si j'ai fait des erreurs, dites-moi-le également. La section commentaires est ouverte pour ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. À bientôt.